Bonjour à tous. Bienvenue à cette session qui est dédiée à une expérience qu'on a eue directement avec l'un de nos clients, que j'ai le plaisir d'inviter ce matin. Donc je travaille moi pour le groupe Smile, je ferai des présentations un peu plus personnelles, en tant que consultant sur la data et également sur l'IA générative. Donc, comme tous les consultants en IA générative, on est toujours à la recherche de choses comme le ROI, l'efficience, etc. Mais en fait, on a aussi décidé d'accompagner les clients un petit peu en amont. Et je pense que l'expérience qu'on a menée avec IDEA a été quelque chose d'un petit peu assez intéressante. Donc, j'ai laissé Benjamin se présenter. Bonjour à tous, c'est bon, on m'entend ? Donc moi je suis CDO du groupe IDEA, qui est un groupe qui fait de la logistique industrielle, de l'emballage et du transport en France. Et donc moi je suis CDO du groupe depuis 11 mois maintenant. Alors pour commencer, 2023, ça a été vraiment l'année où on a dû répéter ChatGPT en boucle. Et, ce qui a été assez intéressant, c'est que ça fait des années qu'en fait on est exposé à l'IA, qui est un petit peu partout, sur les sites d'e-commerce, sur la sécurité, etc. Mais je pense que ce qui était différent avec ChatGPT, c'était un peu la première fois que les gens pouvaient avoir une liaison directe, un mode de conversation qui est le plus simple pour les humains, c'est-à-dire utiliser des mots, et d'avoir un petit peu l'expérience directe de ce que qu'était une IA. La difficulté après, c'était un peu de se projeter, de se dire, bon ok, cette IA a l'air de bien répondre à mes questions, mais quelles sont les choses qu'on peut faire avec ? Là-dessus, il y a eu en fait une course assez folle en 2023, qui continue d'ailleurs, c'est la recherche des cas d'usage. Ce qui est évidemment intéressant pour les entreprises, c'est de trouver des ROI, de trouver des fonctionnalités qui peuvent amener quelque chose de véritablement intéressant pour le business. D'où l'idée de trouver ces quelques cas d'usage que tout le monde pourrait plus ou moins utiliser, qui ne seraient pas trop difficiles à mettre en place. Là-dessus, ça a été quand même un peu l'essor du RAG, donc Retrieval Augmented Generation. Pour ceux qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est mettre en place en fait une source de documentation, une source de données qui soit de bonne qualité et de pouvoir chatter directement avec ces datas. Et finalement, ça a été, cette fonctionnalité est devenue un peu en elle-même une sorte de cas d'usage qui est devenu un petit peu universel. Par contre, ça a toujours été assez difficile de calculer la productivité, quels vont être exactement les KPI à mettre en place. Il y a énormément de promesses qui sont faites autour de l'IA. Vous allez avoir une augmentation de productivité de 300%, etc. Ce qu'on voit actuellement, en fait, c'est un peu la chute de la courbe de la hype. Je pense que vous connaissez pour beaucoup la courbe de la hype de Gartner, où il y a des attentes qui sont démesurées, et puis ensuite la réalité qui commence à arriver. Les gens, il y a une première phase de déception, et ensuite il y a une phase qui devient un petit peu plus rationnelle, où il y a une maturation sur la réflexion sur comment utiliser cette technologie et pouvoir en tirer des bénéfices. Et là, je pense qu'on est en train, sur la descente de cette courbe, et qu'on commence à avoir des gens qui se disent, en fait, c'est pas si bien que ça. Lorsqu'on voit des nouveaux modèles qui apparaissent, on n'a pas l'impression que le saut qualitatif soit si énorme que ça. Et il y a un certain nombre de réalités qui commencent à apparaître aux entreprises. L'importance déjà de la donnée. La donnée, ça fait des dizaines d'années qu'on en parle, mais elle devient un élément vraiment central dans la réflexion pour implémenter d'une manière optimale l'IA générative. Et puis il y a aussi toutes les problématiques de montée en industrialisation. Comment est-ce qu'on peut passer d'un stade un petit peu de POC ? Il y a de plus en plus de solutions, même assez peu chères, qui permettent de faire de l'expérimentation à base d'IA générative. Et comment est-ce qu'on peut implémenter ça dans un SI, si on a des problématiques de vouloir travailler par exemple on-premise, comment est-ce qu'on va pouvoir augmenter les volumes, comment est-ce qu'on peut contrôler la qualité de la donnée. Donc en tout cas, il y a toute une phase un petit peu d'atterrissage, si j'ose dire, vis-à-vis de cette technologie qui correspond, à mon avis, vraiment à une phase de maturation de la manière dont on commence un petit peu à appréhender l'IA générative.
C'est pour ça que l'accompagnement, pour nous, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour Smile. On prend vraiment cette optique de bien comprendre quels sont les objectifs des clients. Souvent, j'ai remarqué d'ailleurs que des fois, des cas d'usage, ce n'est pas du tout des cas d'usage finalement qui vont être résolus par l'IA, mais des fois, c'est des problèmes de process, des fois, c'est des problèmes de data. Mais en tout cas, cet accompagnement est extrêmement important. Et il est d'autant plus important lorsqu'on parle à des comités de direction. Comment est-ce qu'on peut passer du stade où il y a un intérêt évoqué par les médias, par tout un tas d'acteurs, comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en action, comment est-ce qu'on va pouvoir un peu convaincre ce comité exécutif des bénéfices potentiels de l'IA générative. Donc c'est un peu le sujet de ce matin. Donc je vais passer la parole à mon collègue Benjamin, qui va vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'il a expliqué et vendu, si j'ose dire, l'idée d'avoir une stratégie IA à son comité exécutif. Merci Lionel. Effectivement, on a fait le choix en interne d'acculturer d'abord le COMEX IDEA plutôt que de partir de façon classique sur des cas d'usage. Ça a été un choix que je vais vous expliquer un petit peu plus tard dans le déroulé de la présentation. Mais on est vraiment parti sur cette stratégie-là et pas une autre. Déjà, pour vous expliquer un petit peu ce que fait IDEA, IDEA, c'est un groupe qui est né en fait à Montoire de Bretagne, donc à côté de Saint-Nazaire, qui était un opérateur logistique, donc qui travaille en fait pour de grands groupes type Airbus, Naval ou Chantier de l'Atlantique, et on s'occupe du dernier kilomètre en fait avant l'usine de production. Notre rôle, c'est vraiment d'assurer la réception, le stockage et la livraison des pièces en fait au pied de la chaîne de production pour que l'entreprise concernée se concentre uniquement sur la fabrication de leurs produits. Donc on rentre vraiment dans la chaîne logistique par tout ce qui est amont, aval. Par contre, on a aussi une branche transport qui va assurer toute la partie transport et évidemment, le dernier point qui est assez intéressant, c'est aussi la partie emballage industriel. Ça, c'est pour vous parler des grands métiers d'IDEA. Et je vous ai mis cette information parce que dans le plan stratégique IDEA, il y a la deuxième ligne qui parle quand même pas mal, c'est l'innovation et l'expertise data. C'est-à-dire que c'est très rare qu'une entreprise vienne positionner dans son plan stratégique l'innovation ainsi que l'expertise data, et notamment pour une entreprise industrielle. Alors ce choix d'intégrer l'intelligence artificielle chez nous au travers d'une acculturation, et non pas au travers de cas d'usage, vient du fait que l'IA et la data, évidemment, sont très liés dans une entreprise, de toutes les façons. Et on s'est dit, la stratégie qu'on a autour de la data, il faut quasiment exactement la même autour de l'intelligence artificielle. Simplement, pardon de parler uniquement pour ma paroisse, mais je pense qu'il n'y a rien d'aussi factuel que la data pour faire parler un opérateur sur le terrain au travers des KPI qui recensent qu'un COMEX qui pilote l'ensemble de nos opérateurs. Et donc, on est parti sur cette stratégie-là pour se dire, tiens, le COMEX, d'abord, en un, va essayer de comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle au travers d'ateliers. Effectivement, quand on a commencé à échanger, et Lionel a fait un certain nombre d'interviews, en fait, avant de basculer, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de peur. Comment l'intelligence artificielle allait remplacer mon métier? Ce sont des questions légitimes, en fait, que les gens se posent sur le terrain. Comment l'intelligence artificielle va venir bouleverser ma stratégie globale? Et surtout, on s'est rendu compte, lorsqu'on parlait intelligence artificielle, que tout un tas de personnes confondaient la business intelligence classique, la data classique, avec l'intégration de l'intelligence artificielle. Et donc, on les a fait travailler en interne avec vraiment une séance d'information de l'ensemble du COMEX sur des outils type ChatGPT ou Copilot, apprendre à prompter, comprendre ce que c'est que le RAG, le LLM, merci Lionel, qui est intervenu en fait sur tous ces ateliers-là, avec vraiment des démonstrations concrètes sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Et une fois qu'on a fait cet atelier-là, est sorti du COMEX un certain nombre de cas d'usage. Et donc, aujourd'hui, on a des cas d'usage, effectivement, qu'on a détectés du COMEX. Mais le choix qu'on fait aujourd'hui, c'est de continuer l'acculturation de toute l'entreprise
et de tous les services de l'entreprise. Et non pas partir uniquement sur des cas d'usage qui ont été sélectionnés par un COMEX, mais de venir recenser l'ensemble des cas d'usage et de pouvoir les travailler pour avoir un ROI derrière. Ce qui est important aussi, c'est que cette stratégie intelligence artificielle s'intègre en fait à la stratégie data. Beaucoup pensent qu'on mettra du chat GPT et autres dans nos systèmes d'information connus ou dans nos process et que ça révolutionnera les choses. Suite à cet atelier-là, on a compris, et l'ensemble des patrons de services Comop avec lesquels on a fait ces ateliers-là ont très vite compris que la qualité de la donnée en interne était le premier levier avant de venir intégrer en fait de l'intelligence artificielle. Alors évidemment, il y a des cas d'usage sur lesquels on peut intégrer l'IA générative de façon classique, type faire du prompt en fait sur des appels d'offres, etc., qu'on a déjà fait. Mais si on veut parler data et IA, on est obligé d'avoir une qualité de données quasiment irréprochable. Donc on est parti sur la création en fait de socles et de référentiels chez nous. On espère par la suite qu'il y aura une adoption à grande échelle de l'ensemble des ateliers et des outils qu'on est en train de déployer. L'idée étant, et le premier levier, c'est la gouvernance. Donc, très bien, vous voulez de l'intelligence artificielle sur vos systèmes, parlons d'abord gouvernance de données. Parlons outils de pilotage, parlons processus, faisons des retours d'expérience pour avoir effectivement des outils de pilotage assez pertinents. Ensuite, moi j'ai la conviction que l'accompagnement et la formation continue des opérateurs sur le terrain et de l'ensemble des acteurs qui vont utiliser demain l'intelligence artificielle, c'est la clé. Et c'est la clé data d'ailleurs. La construction de tableaux de bord ou la lecture d'indicateurs dans un groupe ne se fait que par de l'accompagnement technique ou fonctionnel de sachants. Donc, on va mettre exactement la même stratégie de déploiement d'intelligence artificielle, d'IA et d'IA chez IDEA. Et pour finir, il faut aussi se faire accompagner en externe. On a fait des tentatives chez nous d'avoir des LLM internes, développés en interne. Il faut que ça reste sous l'aspect POC et POV. Simplement, quand on veut passer un cap, il ne faut pas hésiter à faire appel en fait, à une expertise technique extérieure pour vous accompagner en fait, dans la démarche, parce qu'eux ont déjà brassé un certain nombre de sociétés dans le bassin nantais ou français, ce qui nous permet en fait, d'avancer de façon plus pratique. Alors un petit peu voilà, de quelques retours d'expérience qu'on a eu en tout cas du côté de chez Smile sur comment est-ce qu'a un petit peu initialisé cette stratégie IA. Quand on parle de stratégie, souvent c'est des termes qui certains dirigeants se disent bon ok, je vais avoir un consultant qui va arriver, il va me pondre un PDF de 80 pages et envoyer la facture derrière. Je pense que ce qui est surtout extrêmement important, c'est vraiment de recontextualiser et d'accompagner d'une manière humaine et pratique les comités de direction dans cette stratégie IA, d'apprendre des choses aussi simples que de savoir prompter. Moi, j'ai passé un certain nombre de temps avec des gens pour leur montrer des techniques de prompt. C'est finalement quelque chose d'assez facile, c'est d'essayer de comprendre qu'un prompt, c'est l'art de poser une question. Mais on est quand même assez étonné avec des choses, de passer 20 minutes avec un responsable de BU ou avec un CFO ou un DAF, de voir un petit peu, ils ont une autre vision tout de suite de cette technologie lorsqu'ils savent prompter. Donc cette partie acculturation, à mon avis, elle est vraiment centrale pour pouvoir vraiment avoir une vraie dynamique en fait, un petit peu globale en fait pour l'entreprise, et que des projets d'IA commencent un petit peu à se concrétiser. Le deuxième point, c'est quelque chose qui me semble assez prioritaire souvent pour les entreprises, c'est d'avoir un accès, alors peut-être pas pour tous les employés, mais en tout cas pour un certain nombre d'entre eux, d'avoir accès à un GPT privé. Donc ça peut être, il y a énormément de solutions, il y a la plupart des GAFAM vont vous offrir des solutions pour pouvoir chatter avec un chatbot et sans avoir de risque de sécurité.
Mais voilà, les chiffres sont là, hein, 85% des employés utilisent ChatGPT. La plupart, en fait, je crois qu'il n'y en a que 20% qui l'utilisent dans le cadre privé. Donc il y a potentiellement des fuites de données qui sont absolument gigantesques. Il y a aussi également le fait que l'entreprise ne prend pas immédiatement ces choses en considération et qu'on peut avoir voilà, des données clients, des données financières, des données confidentielles qui sont envoyées, par exemple sur un chat GPT où il n'y a absolument aucune régulation en termes de data. Donc il y a plein de solutions voilà, pour avoir un LLM privé, donc une IA privée. Et c'est sans doute un pas à prendre assez rapidement en sachant que de toute façon, si vous ne donnez pas un accès aux employés à ce type d'outils, ils le feront généralement eux-mêmes. Ensuite, Benjamin va pas mal parler justement de son data catalogue. La partie data catalogue, c'est extrêmement important, c'est de voir, au lieu de chercher souvent des use cases, qui est un peu le premier réflexe, les gens se disent « Ah, j'ai vu sur LinkedIn que les gens utilisaient pour ça et ça ». C'est d'ailleurs souvent un petit peu toujours les mêmes use cases qui ressortent. Souvent, ce qui est plus intéressant, c'est de regarder quelles sont les données qui sont à vos dispositions, quelle est la qualité de ces données, et à partir des jeux de données, de la qualité qu'on a et de comment est-ce que les données peuvent être mises en rapport avec elles-mêmes, de voir est-ce qu'on a un use case. D'ailleurs, souvent, ces use cases peuvent être des use cases data et pas du tout des use cases IA. Mais est-ce qu'il y a une manière pour l'intelligence artificielle de valoriser ces données, de fabriquer quelque chose d'intéressant ? Et puis, nommer et animer un comité IA. Bon, c'est la mission qu'on a en ce moment avec IDEA. C'est aussi d'essayer de convaincre en fait un comité de direction. Au lieu d'avoir des initiatives individuelles, ça arrive aussi dans toutes les entreprises. Il y a toujours des gens curieux, des geeks qui vont lancer des initiatives, des petits POC, essayer des outils, etc. au sein de vos entreprises. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de pouvoir rationaliser tout ça, de laisser les choses ouvertes, de dire que c'est pas un souci si les gens ils expérimentent, mais par contre ils devraient partager cette expérimentation, partager les envies au sein d'un comité, essayer de structurer ça un petit peu, ou plutôt que ça parte dans tous les sens. Et puis la dernière chose, c'est juste quelques conseils pratiques, ce sera ma dernière slide, sur bien choisir son premier POC. Lorsqu'il y a des cas d'usage qui risquent un petit peu à émerger, il y a un certain nombre de choses qui sont importantes à prendre en considération. La première chose, c'est que les métiers doivent absolument être acteurs. Lorsque les métiers ne sont pas acteurs, finalement les métiers, c'est les seuls qui vont pouvoir dire si la réponse d'un LLM, est-ce que c'est une réponse de qualité ou est-ce qu'elle n'est pas de qualité. Mais il y a aussi également le fait, un aspect humain qui est des fois un petit peu négligé, c'est si jamais les métiers ne sont pas vraiment acteurs d'une initiative, d'un cas d'usage IA, généralement, il va y avoir tout un tas de résistances qui vont se mettre en place, qui sont des résistances finalement assez classiques, qui sont liées un petit peu à la gestion du changement. Mais en tout cas, il faut absolument que c'est de pouvoir en fait impliquer les métiers au cœur même du projet, au tout début du projet, et qu'ils soient acteurs et non pas passifs. Choisir un cas d'usage où des KPI peuvent se dégager, ça c'est quelque chose qui est aussi absolument fondamental. Il y a plein de projets d'IA en fait qui vont avoir en fait un échec parce qu'on a du mal à mesurer quels sont les KPI et donc on va avoir du mal à calculer un ROI. Et ça généralement pour des comités de direction, c'est toujours extrêmement compliqué de faire un rapport entre le coût et ce que ça rapporte s'il n'y a pas des KPI qui sont clairement identifiables. Et c'est souvent difficile de trouver des KPI dans nos métiers. Donc je pense que c'est important de choisir des cas d'usage où des KPI peuvent se dégager. Une autre chose aussi un petit peu généraliste, c'est que tout ce qui est à base de prédiction, c'est pas forcément le forte de l'IA générative. On se dirige un petit peu dans cette vers-là, mais il faut se rappeler qu'avant tout, les LLM sont là pour produire du contenu. Donc lorsqu'on essaie vraiment d'avoir des modèles qui vont faire vraiment de la prédiction, ça peut être la prédiction du comportement d'un consommateur, de l'optimisation de process opérationnels, tout un tas de choses. Des choses comme le machine learning ou même de la BI sont souvent des outils qui sont plus efficaces. Et puis le dernier point que je vois qui est quasiment jamais cité, qui à mon avis qui est assez essentiel,
c'est lorsqu'on lance un POC, il vaut mieux choisir un sujet où on a droit à l'erreur. Il y a énormément de POC qui se lancent où on voit qu'on va prendre un POC, par exemple, pour analyser, je sais pas, l'optimisation de trajectoires, de choses, ou de regarder un certain nombre de choses qui sont absolument essentielles à l'entreprise. Et ça, c'est des très mauvais cas d'usage pour l'IA générative. Parce qu'il y a un manque d'explicabilité, parce qu'il y a toujours quelques hallucinations qui restent, parce que dans son essence même, l'IA générative, je parle vraiment de l'IA générative, n'est pas une bonne technologie pour lorsqu'on a vraiment un vrai besoin d'explicabilité et lorsqu'il n'y a absolument aucun droit à l'erreur. Donc je pense que c'est quelque chose à prendre vraiment en considération pour choisir vraiment les bons cas d'usage. En tout cas, je vous remercie. J'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur le sujet. Est-ce que vous avez des questions ? Oui ? On va attendre 2 secondes. Merci. Je n'ai pas senti dans la présentation le poids de la réglementation, quelle qu'elle soit, ou de la norme. Je pense au RGPD, à tout ce qui est lié plutôt à la cybersécurité, puisque je travaille dans la cybersécurité. Est-ce que vous avez une approche aussi de toutes les contraintes réglementaires ou de cybersécurité dans l'acculturation effectivement d'un COMEX ? Alors dans le cadre d'IDEA, c'était pas la première approche. Tu me diras si j'ai... Oui. Non. Mais oui, il y a un certain nombre de clients pour lesquels en fait, les considérations de sécurité, les questions aussi de conformité réglementaire sont des priorités. Ça dépend vraiment du business model en fait, de l'entreprise. Bon, de toute façon, par défaut, l'idée, c'est justement pour ça que j'insistais un petit peu sur l'accès à un GPT privé. Je pense que c'est déjà un premier step que les entreprises peuvent prendre, c'est de donner un accès à ce type de chatbot, à ce type de technologie à leurs employés en ayant moins de risques de sécurité. Donc ça dépend vraiment totalement en fait, un petit peu du profil de la demande de l'entreprise. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Bonjour, vous l'avez peut-être dit, mais je n'ai peut-être pas capté. Combien de temps l'atelier avec le COMEX là, pour leur apprendre à prompter ? Alors on l'a fait sur une journée complète. Par contre, on est passé d'abord par toute une phase d'interview, entre une demi-heure et 45 minutes, de chacun des membres du COMEX et COMOP, avant de préparer en fait l'atelier pour eux. Donc il faut prévoir ce temps-là avant, en termes d'interview, pour vraiment se dire qu'est-ce qu'ils attendent finalement du séminaire, parce que les gens nous ont pas attendus en fait pour le faire. Tout le monde a déjà fait du prompt sur ChatGPT. Donc ça a permis déjà de collecter leurs besoins et de faire un séminaire en fait sur mesure. Le séminaire a duré une journée. Oui, c'était également important de déterminer aussi les différences de maturité. On peut être assez étonné, des fois il y a vraiment des disparités assez importantes entre des gens qui ont pratiqué déjà ChatGPT d'une manière un petit peu intense ou d'autres modèles. Et puis certains qui ont essayé juste une fois comme ça pour rigoler et qui ne sont jamais allés plus loin. Donc c'était important d'interviewer en fait, les membres du COMEX d'une manière individuelle avant de faire de l'acculturation à proprement parler. Bonjour. Moi, je voulais savoir comment vous avez structuré et sourcé les compétences en interne, parce que quand on développe, on a besoin de compétences. Donc, il y a le choix de l'accompagnement de Smile, mais est-ce qu'il y a des compétences sur lesquelles vous avez fait monter les équipes internes et celles que vous êtes allé chercher à l'extérieur ? Alors, il y a 3 cas. Donc, on a des compétences aujourd'hui en interne. Alors, il y en a même un dans la salle. Pour développer en fait sur l'IA. On se fait accompagner aussi en externe. Il y a des sociétés extérieures qui viennent. Et ce qu'on va essayer de mettre en place aussi, c'est des partenariats étudiants sur des projets tutorés, tout simple. Donc avec ces 3 volets en fait de développement, je pense qu'on va arriver à faire travailler en fait un peu tout le monde sur les cas d'usage en fonction de l'importance
du ROI qu'on veut en face, etc. Pour parler justement sur le côté technique, il y a de plus en plus de solutions. Je suis sûr qu'il y a plein d'éditeurs lors de ce salon qui offrent des possibilités de faire des POC, des expérimentations à base d'IA. Même si quelqu'un est un petit peu technique, c'est quelque chose qui peut se faire assez facilement. Là où souvent où il y a besoin d'accompagnement, à moins d'avoir des équipes un peu étoffées en interne, c'est vraiment sur la partie industrialisation, sur la partie MLOps. Donc comment est-ce qu'on peut amener un prototype d'IA qui fonctionne bien en interne à quelque chose qui change un petit peu de dimension. Particulièrement si on pense à des cas d'usage qui sont orientés clients, qui sont des cas d'usage que je déconseillais au tout départ, puisque là il y a beaucoup moins de droit à l'erreur. Il y a aussi des notions un petit peu de temps réel. Et c'est souvent, il y a souvent un besoin d'accompagnement, en tout cas sur cette industrialisation des solutions. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour terminer ? Non, elle était parfaitement claire, donc vraiment... Merci. Merci beaucoup. Merci en tout cas à tout le monde. Merci. Merci.